Le cri perçant d'un pic vert retentit dans la forêt. Le groupe d'observateurs d'oiseaux se figea, scrutant la cime des arbres. « Là !» chuchota l'un d'eux, pointant une tache de plume rouge dans le feuillage. « Juste un cardinal, dit le guide, sa voix calme et posée. Les rouges-gorges sont courants ici. Continuons vers leur site de nidification un peu plus loin. » Le groupe le suivit le long du sentier, enjambant avec précaution racines et branches tombées. Un amas d'œufs bleu pâle niché sur une branche voisine attira bientôt leur attention. Des murmures d'admiration parcoururent le groupe alors qu'ils contemplaient cette vision fragile. Mais l'attention du guide s'était détournée. Ses yeux étaient fixés sur une liane qui s'enroulait fermement autour d'un chêne. Elle ne ressemblait à rien de natif. Ses bords, teintés d'un violet profond, et ses minuscules épines vertes scintillaient faiblement au soleil. « Reste ici, dit-il en baissant ses jumelles. » Son ton mêlait curiosité et malaise. Le guide s'approcha, ses bottes crissant doucement sur le sol de la forêt. De près, la liane semblait encore plus curieuse. Ses feuilles luisantes captaient la lumière du soleil de façon quasi surnaturelle. Elle bougeait légèrement. C'était un geste subtil et intentionnel. Quelque chose n'allait pas. Un cri s'éleva soudain d'une personne se détachant du groupe. « Je ne sais pas », répondit le guide en s'accroupissant pour mieux regarder. Ses doigts planaient au-dessus de la vigne, hésitants. « Je ne reconnais pas cette espèce, c'est peut-être invasif. » Il se pencha, prenant soin de ne pas la toucher. La vigne bougea légèrement, ses feuilles frémissant, même si l'air était immobile. Le guide hésita, trouvant le mouvement peu naturel. « Étrange », murmura-t-il en reculant. La forêt était silencieuse, le chant des oiseaux s'étant tu. Sa main flottait au-dessus de la vigne. Les feuilles luisantes frémissaient doucement, comme conscientes de sa présence. Il fronça les sourcils, chassant cette pensée troublante. « Laissez-moi juste », commença-t-il, tendant prudemment la main. La liane explosa en une traînée verte, frappant avant que quiconque ne puisse réagir. Elle jaillit, se tordant tel un fouet, et s'enroula autour de son bras avec une effrayante précision. Des halètements s'élevèrent du groupe alors que la plante resserrait son étreinte, ses épines s'enfonçant dans la peau du guide. Le sang afflua, rouge sombre sur les feuilles violettes de la liane. « Qu'est-ce que » cria le guide en retirant brusquement son bras. La liane se resserra, s'enfonçant davantage. « Aidez-le » cria quelqu'un paniqué. Le groupe oscillait entre incrédulité et peur. Le guide se débattait, griffant la liane de sa main libre. Mais la plante bougeait avec détermination, se déplaçant et se resserrant à chaque tentative de se libérer. « Enlevez-la » cria-t-il, la voix brisée par une douleur insoutenable. Ses genoux fléchirent et il s'écroula sur le sol forestier. Le groupe s'approcha mais s'immobilisa paralysé par la peur. Son corps fut pris de convulsions, ses cris devenant des râles alors que ses muscles se contractaient. « Que lui arrive-t-il » murmura une femme, serrant ses jumelles comme pour se protéger. Le visage du guide se tordit de douleur, ses yeux grands ouverts et vitreux. « Ça brûle » articula-t-il d'une voix rauque. « C'est à l'intérieur. » Les épines s'enfoncèrent plus profondément, faisant couler du sang frais qui gouttait sur le sol en épais filets sombres. Le corps du guide tressaillit encore, la brûlure se propageant comme si le feu coulait dans ses veines. Un jeune ornithologue s'avança, saisissant une branche comme outil de fortune. « Peut-être qu'on peut... » La liane fouetta avant qu'ils ne puissent en finir, une vrille claquant vers eux avec force. Ils reculèrent en trébuchant avec un cri aigu, lâchant la branche en évitant de justesse son emprise. Reculer avertit une autre voix en les tirant plus loin. Les convulsions du guide ralentirent, se réduisant à de faibles spasmes douloureux. La liane desserra légèrement son étreinte, semblant satisfaite de son œuvre. Les respirations saccadées brisèrent le silence alors que le groupe se serrait, apeuré. La forêt s'assombrissait, la lumière matinale éclatante brisée par les ombres. L'air devenait lourd, les pépiments et les bruissements de la faune étant remplacés par un silence oppressant. Le guide tremblait au sol, respirant difficilement. La liane s'enroulait autour de son bras, ses mouvements erratiques mais délibérés. Toute tentative d'aide avait aggravé la situation. Personne n'osait bouger maintenant. Puis, avec un cri guttural de désespoir, le guide fouilla dans sa poche et ses doigts tremblants se refermèrent sur un petit couteau. La lame s'ouvrit d'un déclic sec, étincelant au soleil. « Ne bouge pas !» cria quelqu'un, la voix tremblante. Le guide n'avait pas besoin de ce conseil.
Il n'y avait pas de temps pour la précision. Serrant les dents, il abattit la lame sur la liane, la sciant à sa base avec des coups furieux. Une plante sembla sentir le danger. Ses vrilles se contractèrent, resserrant leur étreinte comme pour protester. L'épine s'enfonça plus profondément, déchirant sa peau et faisant couler plus de sang. Il cria, forçant de plus belle. D'un dernier geste désespéré, la liane se brisa. Un morceau resta accroché à son bras, son étreinte se relâchant mais toujours incrustée dans sa chair. La portion sectionnée se débattit brièvement au sol avant de se replier vers l'arbre telle une bête blessée. Le guide recula en titubant, se tenant le bras. Son visage était pâle, des gouttes de sueur coulèrent de son front. Ses jambes vacillaient sous lui, le maintenant à peine debout. « Sortons d'ici » murmura-t-il d'une voix rauque. Le groupe passa à l'action. 2 membres se précipitèrent pour soutenir l'homme passant ses bras par-dessus leurs épaules. Les autres les entourèrent de manière protectrice, scrutant chaque ombre dans la forêt. Ils avançaient rapidement, chaque pas semblait durer une éternité. Leur souffle était court et paniqué alors qu'ils se hâtaient sur le sentier, jetant des regards inquiets par-dessus leurs épaules. Derrière eux, la vigne se balançait doucement, ses feuilles scintillant comme si rien ne s'était passé. Ils atteignirent le début du sentier juste au moment où le crépuscule commençait à tomber sur la forêt. Le guide s'effondra sur un tronc d'arbre, peinant à respirer. Un membre du groupe sortit une trousse de premier secours, les mains tremblantes en bandant son bras. Le morceau de liane incrusté dans sa peau suintait une sève sombre et collante qui n'avait rien de naturel. « Ça va ?» Une personne demanda d'une voix tendue par l'urgence. Le guide secoua la tête, le visage pâle et hanté. « Ça ?» Cette chose, murmura-t-il, les yeux revenant nerveusement vers la forêt. Le groupe, n'ayant jamais rien vu de tel, échangea des regards inquiets. L'un d'eux sortit son téléphone et fit défiler les photos prises plus tôt. Les images de la vigne étaient claires, ses épines luisantes sous le soleil. « Tu dois en parler à quelqu'un » dit un autre, en tendant le téléphone au guide. Les autorités locales n'étaient guère impressionnées. Le petit bureau sentait le café froid et le papier humide. Le guide était assis raide en face d'un officier indifférent, son bras lourdement bandé et le visage crispé par la douleur. « Donc vous dites qu'une plante vous a attaqué ?» demanda l'officier d'un ton sceptique. « Vous pensez que c'était peut-être juste du sumac vénéneux? Ça peut vraiment rendre fou à force de démanger. » « Ce n'était pas du sumac vénéneux » répliqua sèchement le guide, sa voix trahissant sa fatigue. Il posa les photos et ses notes griffonnées sur le bureau, sa main tremblant légèrement. « Ce n'est pas normal, vous ne trouverez pas ça dans un guide de terrain. » L'officier examina les photos, son expression indéchiffrable. « On dirait du kudzu envahi, dit-il en haussant les épaules, les faisant glisser sur le bureau. Peut-être que tu t'es frotté trop fort contre. » La frustration du guide déborda. « Tu n'écoutes pas. Ça a bougé et s'est enroulé autour de moi tel un serpent. C'est vivant. » L'officier a soupiré en s'appuyant contre le dossier de sa chaise. « Je vais faire un rapport, d'accord, mais on ne peut pas faire grand-chose, éviter simplement cette zone. » Le guide est sorti en trombe, la mâchoire serrée et les poings fermés. Les paroles désinvoltes de l'officier lui firent mal, mais il refusa d'en rester là. Cette nuit-là, il réunit ses notes, photos et tous les détails dont il se rappelait. Il envoya les informations à un réseau d'organisations environnementales, résolu à trouver quelqu'un qui le prendrait au sérieux. À l'insu du guide, ces preuves ont atteint des personnes plus enclines à agir. Un dossier fut ouvert au sein de la fondation SCP. Prédateurs au comportement anormal, lianes mobiles, risques biologiques potentiels. Un agent lut à voix haute d'un ton vif. Son supérieur répondit sans hésiter d'envoyer une équipe. Si la moitié était vraie, cela valait la peine d'être contenu. Et tout d'un coup, l'attention de la fondation se tourna vers la forêt silencieuse, son secret n'étant plus caché. L'obscurité avait enveloppé la forêt et ses sentiers d'ombres inquiétantes. Les véhicules de la fondation s'arrêtèrent au début du sentier. Les moteurs des véhicules émirent un grondement sourd et inquiétant avant de s'arrêter net. Les agents descendirent un à un, leurs mouvements rapides et efficaces. Équipés d'uniformes tactiques, leurs visages cachés par des visières réfléchissantes, leur présence inquiétante dans le calme. « Retraçons le chemin du rapport », déclare l'agent principal en dépliant une carte et pointant le sentier devant eux. « Restons vigilants et traitons cela comme une anomalie jusqu'à preuve du contraire. » L'équipe progressait en formation, leurs bottes étaient en crissant sur le sol forestier.
Les lampes frontales sur leur équipement illuminaient vivement l'obscurité alentour. Chaque bruissement de feuilles ou craquement de brindilles mettait les nerfs à vif, mais ils avançaient, leur discipline inébranlable. Les yeux sur la cible, chuchota une voix derrière l'équipe. Devant eux, la liane apparut. Elle était clairement plus grande que sur les photos. Les feuilles, d'un violet profond, scintillaient sous la pâle lueur lunaire. Les épines vertes brillaient d'un éclat menaçant plus tranchante que ne le suggérait le rapport initial. Enroulées fermement autour de l'arbre, les vrilleux de la liane s'étendèrent vers l'extérieur comme si elles cherchaient quelque chose ou quelqu'un. L'agent principal leva la main, signalant à l'équipe de stopper. « Analyse thermique », ordonnèrent-ils d'un ton ferme malgré la gravité de la situation. L'équipe se prépara, leur équipement bourdonnant légèrement dans le silence de la forêt attentive. Un agent s'avança, brandissant un appareil portatif. L'écran s'alluma, révélant une carte des signatures thermiques. Une lueur faible pulsait du cœur de la liane, s'intensifiant à chaque seconde. « Il réagit à notre présence », chuchota l'agent en baissant le scanner. La liane bougea légèrement, ses vrilles s'étirant vers la chaleur la plus proche. L'équipe déploya un bras robotique, ses articulations cliquetant légèrement en s'étendant vers la liane. Au bout du bras, une paire de cisailles brillait sous les projecteurs, prête à couper. La liane réagit instantanément. Une vrille fouetta, frappant le bras avec assez de force pour le faire reculer. L'opérateur raffermit sa prise sur les commandes, stabilisa l'appareil et l'éloigna pour éviter une autre attaque. Comportement défensif, nota l'agent principal d'une voix calme malgré la tension. Enregistrer ses mouvements. Le bras robotique ajusta son approche, décrivant un large arc, avant de fondre rapidement. Les cisailles sectionnèrent brusquement une petite partie de la liane. Le segment se tordit avec force. Il fut vite mis dans un tube de confinement dont le couvercle se referma en sifflant. La liane principale devint plus agressive. Des vrilles jaillirent, fonçant vers l'équipe avec précision. Les agents reculèrent, avançant prudemment, gardant leurs lampes braquées sur la plante qui progressait. « Elle vise les corps chauds », dit un agent, observant les vrilles s'étirer vers eux. Un autre regarda le scanner thermique. La signature thermique augmente à chaque mouvement. Elle chasse. L'agent principal leva la main. « Reculez, gardez vos distances ». L'équipe recula prudemment, tandis que la liane continuait sa traque implacable. Ses vrilles s'étendirent, frôlant presque la botte de l'agent le plus éloigné, avant de se rétracter. À distance de sécurité, l'agent en chef activa sa radio, échantillon sécurisé, comportement documenté, retour à la base. La forêt resta étrangement silencieuse tandis que l'équipe disparaissait dans l'ombre, les vrilles de la liane frémissant, comme si elle préparait déjà son prochain mouvement. Les agents échangèrent des regards méfiants, accélérant le pas en laissant la liane derrière eux. La forêt paraissait plus sombre, chaque ombre une menace potentielle. Un bruissement dans les broussailles interrompit leur attention. Un raton laveur apparut, ses petits yeux brillant dans les faisceaux de leur lampe. Il renifla l'air, attiré par l'étrange et douce odeur qui émanait de la vigne. « Restez en position », chuchota l'agent principal en levant la main pour stopper l'équipe. Le raton laveur s'approcha en trottinant, sa curiosité le menant droit vers la vigne. Il se dressa sur ses pattes arrière, grattant prudemment les feuilles teintées de violet. « Devons-nous intervenir ?» demanda discrètement un agent inquiet. Avant que quiconque ne puisse répondre, la liane réagit. Un tentacule jaillit à une vitesse terrifiante, s'enroulant autour du ventre du raton laveur. L'animal cria, griffant la liane qui se resserrait. D'autres tentacules suivirent, s'enroulant autour de son corps et de son cou. Les épines transpercèrent de la fourrure et la chair, arrachant un dernier cri pitoyable. Les agents observaient, horrifiés, les efforts faiblissants du raton laveur. La liane pulsa en siphonnant les fluides de l'animal. En un instant, le corps du raton laveur s'effondra, réduit à une coquille desséchée. « Incroyable !» murmura un agent à voix basse, sa voix à peine audible. L'expression de l'agent principal se durcit. Cette chose est plus qu'une anomalie, c'est un prédateur, le confinement est crucial. Une urgence a interrompu l'équipe alors qu'elle regagnait sa zone de préparation. Le morceau de liane se tortillait doucement dans son tube de confinement. « Apportez le conteneur renforcé », ordonna l'agent principal. Un agent fit rouler une mallette en acier inoxydable dont la surface polie reflétait la lumière crue. À l'intérieur, des couches de matériaux non réactifs tapissaient le conteneur, évitant toute fuite.
L'acier inoxydable avait été sélectionné car la plante ne pouvait pas traverser ce métal. « Attention !» chuchota un agent pendant le transfert de la liane dans le conteneur. Il travaillait méthodiquement, s'assurant qu'aucune partie du spécimen ne soit laissée exposée. Le couvercle se referma avec un déclic satisfaisant, les joints hermétiques s'activant en sifflant légèrement. L'équipe vérifia chaque joint 2 fois, puis les contrôla à nouveau. « Le conteneur est sécurisé », confirma le manutentionnaire en reculant. L'agent principal acquiesça. « Bien, ne laissons rien derrière nous. » Le groupe fouilla la zone, cherchant le moindre fragment ou spore qui aurait pu s'échapper pendant le transfert. Les outils furent stérilisés, les équipements jetables enfermés dans des sacs à déchets dangereux et chaque pièce de matériel soigneusement nettoyée. « Tout est clair », rapporta un autre agent après l'inspection. L'équipe chargea avec précaution le conteneur scellé dans leur véhicule. Ils savaient tous ce qui était en jeu. La liane n'était pas seulement une anomalie à étudier, mais un prédateur prêt à se propager. L'échec n'était pas une option. L'arrivée à la fondation aurait dû être une formalité. L'équipe de transport a déchargé avec précision le conteneur renforcé dans la zone de transfert stérile. De puissantes lumières artificielles éclairaient le labo. Tout près se trouvait une chambre de culture hydroponique prête à l'emploi, avec ses parois vitrées équipées de capteurs et de systèmes d'irrigation automatique. Un groupe de chercheurs et techniciens était rassemblé autour du conteneur, concentré sur celui-ci. L'air bourdonnait d'une anticipation silencieuse, un courant d'excitation dissimulant à peine la tension. « Attention au transfert », ordonna le scientifique principal, les yeux sur sa tablette. Son ton ferme portait le poids des précédents avertissements. Ce spécimen a déjà démontré sa létalité. Évitons une victime de plus ce soir. Le conteneur a sifflé doucement, une légère expiration, alors que ses seaux se sont désengagés avec un déclic net. Le son résonna dans la chambre stérile, amplifiant le poids du moment. 2 techniciens s'avancèrent, guidant méthodiquement les bras robotiques vers le bord du conteneur. Chaque mouvement était mesuré, délibéré. Puis il y eut une pause. Un jeune chercheur s'est approché, sa curiosité l'emportant sur la prudence. Ils se sont penchés, leurs mains gantées vers la vigne, cherchant une meilleure vue. « Que fais-tu » s'exclama un collègue expérimenté, sa voix teintée d'inquiétude. C'était trop tard. La liane jaillit du récipient, ses vrilles se mouvant à une vitesse fulgurante. Les lianes s'enroulèrent rapidement autour du bras du chercheur. La force les fit chanceler en arrière, un cri étouffé s'échappant de leurs lèvres. « Reculez !» cria le scientifique principal en frappant l'alarme d'urgence. Des lumières rouges s'allumèrent, baignant la pièce d'une lueur inquiétante, et une sirène stridente perça l'air. Le corps du chercheur se raidit alors que la liane resserrait son étreinte. Des vrilles s'enroulèrent autour de leur torse, écous les tirant au sol. Les halètements paniqués emplissaient la pièce alors que leurs collègues intervenaient en urgence. « Coupez-le !» cria un technicien en attrapant une paire de cisailles à long manche. Mais la liane fut plus rapide. Les épines pénétrèrent profondément, le rythme des vrilles s'accélérant. Les efforts des chercheurs faiblirent, puis cessèrent complètement. Leur corps s'effondra, la peau et les muscles se flétrissant, vidés de toute vie. En un instant, ils n'étaient plus que des coquilles vides et sans vie. « Reculez !» aboya le scientifique en chef, sa voix perçant le chaos. L'équipe recula, blême, alors que la liane se retirait calmement dans son conteneur de façon inquiétante. Ses mouvements étaient désormais lents, délibérés, presque satisfaits. La brèche a suscité une réaction immédiate. Le laboratoire a été scellé, les restes du chercheur incinérés et les protocoles de confinement ont été révisés en urgence. Le spécimen survivant a été transféré dans un nouveau bac en acier inoxydable sur mesure, placé dans une chambre hydroponique. Le matériau non poreux du bac empêchait les racines de la liane de s'étendre au-delà de ses limites. Des systèmes automatisés géraient de son environnement, fournissant eau, nutriments et éclairage sans intervention humaine. La chambre était équipée de dispositifs de sécurité d'urgence. Des lames circulaires, rétractables, pouvant sectionner les matériaux organiques les plus résistants, entouraient le bac. Elles pouvaient être déployées instantanément en cas de comportement anormal. Les murs étaient renforcés et les fenêtres remplacées par des caméras haute définition pour éliminer l'interaction humaine directe. Le scientifique principal annonça lors du débriefing « Tout contact avec ce spécimen se fera à l'aide de robots télécommandés. Le personnel ne doit en aucun cas pénétrer dans la salle de confinement. »
L'anomalie, officiellement nommée SCP-307, nécessitait des mesures techniques strictes. Les nouveaux protocoles étaient inflexibles. Tout signe d'activité anormale déclencherait un confinement automatique et des contre-mesures pour neutraliser la menace. À l'intérieur de la chambre, SCP-307 semblait en dormance. Ses vrilles étaient enroulées lâchement dans le pot en acier inoxydable, ondulant légèrement lorsque le système d'irrigation automatisé s'est activé. Mais ceux qui surveillaient les flux des caméras remarquèrent quelque chose de troublant. La plante semblait s'agiter subtilement et presque imperceptiblement chaque fois qu'un corps chaud se déplaçait dans la salle d'observation voisine. Pour l'instant, le confinement tenait. Mais ceux qui connaissaient le comportement du SCP-307 savaient une vérité glaçante. Il attendait. De puissants projecteurs éclairaient la chambre tandis que les chercheurs se préparaient pour la prochaine phase des tests. Au-delà de la vitre renforcée, un bras robotique s'étendit vers le bac à plantes, transportant une petite cage. Dans la cage, une souris de laboratoire blanche se pressait contre les barreaux, ses moustaches frémissant nerveusement. « Libération du sujet de test » annonça la voix par l'interphone. La porte de la cage s'ouvrit et la souris se précipita sur le sol de la chambre. Pendant un instant, il ne se passa rien. Les vrilles de SCP-307 restèrent immobiles tandis que la souris reniflait l'air, hésitant à s'approcher du pot. Puis les lianes frappèrent. Une vrille jaillit à toute vitesse, s'enroulant fermement autour du ventre de la souris. L'animal poussa un couinement aigu, son corps se tordant en vain contre la poigne implacable de la plante. 4 autres vrilles suivirent, s'enroulant autour de ses membres et de sa tête avec une précision aussi efficace qu'effrayante. Temps de cordation, 6 secondes, nota le chercheur d'une voix clinique, dissimulant la tension ambiante. Aucune blessure externe observée en dehors de la pénétration des épines. La liane relâcha sa proie aussi rapidement qu'elle l'avait frappée. Les restes desséchés de la souris s'effondrèrent sur le sol, son corps vidé de ses fluides. Les vrilles se rétractèrent, se recroquevillant dans une position d'attente, comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Au cours des semaines suivantes, SCP-307 a subi des tests environnementaux rigoureux. Les chercheurs ont testé des températures extrêmes, différents niveaux d'humidité et de lumière pour trouver une faiblesse, mais les résultats étaient les mêmes à chaque fois. SCP-307 prospérait. Malgré le froid, la chaleur intense et la dessiccation, il reste imperturbable, a résumé un chercheur lors d'un briefing inquiet. Sa croissance est inarrêtable quelles que soient les conditions, il est presque impossible à tuer. Une analyse détaillée des épines et des racines du SCP-307 a révélé des faits encore plus inquiétants. Les épines contenaient un composé puissant capable de paralyser une proie en quelques secondes. Pendant ce temps, les racines présentaient une structure cellulaire extraordinaire, leur permettant de pénétrer presque tout matériau, organique ou non. L'acier inoxydable, l'une des rares exceptions, justifiait son usage continu pour le confinement. Mais les révélations les plus alarmantes sont apparues lors des expériences comportementales. Lors d'un test, divers animaux proies ont été introduits en même temps dans la chambre. SCP-307 a réagi immédiatement. Les vrilles se sont déplacées avec une précision inquiétante, visant les zones vitales des animaux, les immobilisant rapidement. Les mouvements de la plante étaient efficaces et délibérés, optimisant l'énergie pour une efficacité maximale. Ce n'est pas simplement une réaction, a noté un chercheur lors d'un débriefing. Elle calcule, elle priorise. On l'a surnommée Ivy l'araignée pour une bonne raison. Une autre expérience a renforcé l'effroi. Quand des bras robotiques ont été introduits dans la chambre, SCP-307 s'est adapté. Les vrilles manœuvraient avec des tactiques de contournement, coinçant les dispositifs mécaniques d'une façon qui suggérait une stratégie délibérée. La plante ne chassait pas simplement. Elle apprenait. Le surnom lierre araignée est vite devenu un avertissement. Le danger est devenu indéniable lors d'un test de routine impliquant un sujet de classe D. Avec une combinaison renforcée, le sujet a dû s'approcher du SCP-307 muni d'un scanner thermique. Quand il est entré dans la pièce, les vrilles de la plante ont frémi en réaction à sa chaleur corporelle. « Gardez 2 mètres de distance », a prévenu le chercheur en chef par l'interphone. Mais SCP-307 avait d'autres plans. Une vrille s'enroule autour du bras du dit classe, dépassant sa portée habituelle. La combinaison de protection offrait peu de résistance. Des épines d'ombre transpercèrent le matériau, injectant leur venin paralysant.
Le sujet hurla, son corps se tordant sous l'étreinte de la plante. « Déployez les lames !» aboya le chercheur principal. Le système de sécurité s'enclencha aussitôt. Des lames circulaires descendirent, sectionnant avec précision les vrilles. Les morceaux de liane se tortillaient avec force, libérant le Diclas qui s'écroula au sol, luttant pour respirer. Mais la crise n'était pas terminée. Les morceaux sectionnés du SCP-307 commencèrent à pousser de façon autonome, des vrilles rampant sur le sol de la chambre et atteignant les murs. Leur expansion rapide était sans précédent pour l'équipe. « Scellez la pièce !» ordonna une voix pressante. Les portes claquèrent, tandis que l'équipe de confinement luttait pour reprendre le contrôle. La nouvelle pousse se flétrit sous l'assaut, se recroquevillant, alors que son expansion était stoppée. Lorsque la pièce fut officiellement déclarée sûre, le sujet de classe D gisait sans vie sur le sol, son corps grotesquement altéré. Une autopsie révéla plus tard l'étendue terrifiante de l'invasion du SCP-307. Une petite brèche, près de la visière de la combinaison isolante, avait permis à une vrille, désignée sous le nom de Liane B, de pénétrer dans le corps du sujet. À l'intérieur, les résultats reflétaient ceux des précédents tests sur les animaux. Les organes internes avaient été remplacés par un réseau complexe de racines s'étendant à travers le squelette. Au cœur de ce réseau, une graine a été découverte, logée dans le crâne du sujet. Des pousses avaient déjà commencé à germer vers les orbites, annonçant le début d'un nouveau cycle de croissance. Les restes du sujet de classe D ont été rapidement incinérés, ces découvertes macabres renforçant l'idée de l'effrayante capacité d'adaptation de la plante et des conséquences mortelles en cas de défaillance du confinement. SCP-307 a depuis été officiellement classé comme Keter. Cette anomalie rappelait brutalement que même les créations les plus simples de la nature pouvaient devenir les plus terrifiantes.